Nous allons continuer ce cours dans les matrices des applications linéaires et nous allons voir que nous pouvons faire des opérations sur ces matrices d'applications linéaires. Donc première proposition, on avait vu dans le cours d'avant qu'on avait une fonction f linéaire. On pouvait lui associer une matrice avec une base de départ, une base B qui est une base de E, C qui est une base de F, et on obtient une matrice avec P lignes et N colonnes, avec P la dimension de grand F et N la dimension de E. Et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait varier f? Quand f varie, on obtient une fonction qu'on peut appeler phi. Et ce que nous dit cette proposition-là, c'est un isomorphisme. Et si on sait que c'est un isomorphisme, on pourra en déduire dans un second temps que la dimension, que comme on sait que cet espace-là, vectoriel-là, il est de dimension finie, dimension p fois n, on en déduira que celui-ci est aussi de dimension finie et de même dimension. Donc cet espace vectoriel-là sera de dimension pn, avec n la dimension de e et p la dimension de f, et donc on obtiendra cette formule. C'est la dimension d'un espace vectoriel de référence qu'il faudra connaître à partir de maintenant, qui s'écrit comme la dimension de E fois la dimension de F. Mais tout d'abord, il faut d'abord démontrer que phi est un isomorphisme. Alors pour démontrer que phi est un isomorphisme, d'abord on va démontrer. Alors pour étudier la linéarité, on va prendre deux fonctions comme d'habitude, soit f et g, donc on prend deux vecteurs dans l'ensemble de départ, donc L de EF. Je vais noter A égale phi de f, c'est-à-dire une matrice, c'est-à-dire la matrice dans les bases B et C de f. B, je vais poser B égale la matrice qui est définie par phi de g, c'est-à-dire la matrice dans les bases B, C de G, et je vais prendre un lambda dans R, dans K. Et je vais noter aussi C égale phi de F plus lambda G. Et ça veut dire quoi? C égale phi de lambda G, ça veut dire que je prends la matrice dans la base B de F plus lambda G. Alors je peux prendre lambda F plus G pour être plus proche du cours, ça ne change pas grand chose, mais c'est plus propre. Phi de lambda F plus G égale la matrice dans les bases B et C de lambda F plus G. Et moi, évidemment, mon but, comme je veux démontrer la linéarité, je veux démontrer que C égale lambda A plus B. Si j'arrive à le démontrer, eh bien, j'aurai la relation que je veux en termes de phi pour démontrer que phi est linéaire. Alors pour ça, je vais m'intéresser à la matrice C et à savoir comment je peux calculer la matrice C. Eh bien, la matrice C, je sais ce que c'est. Je sais que sa jm colonne, c'est les coordonnées de lambda f plus g de j. Donc je vais me fixer un j dans un n. Et je sais que lambda f plus g, par définition de la matrice C, je sais que je connais ce vecteur-là, je connais ses coordonnées dans la base C. Donc je sais l'écrire comme une somme de fi. C'est une somme de i égale 1 à p. Je peux exprimer ce vecteur-là de grand F dans la base de grand FC avec des scalaires qui sont donnés par les C, I, J. Mais d'un autre côté, ce lambda F plus G, pris en EJ, je peux le calculer d'une autre façon. Je peux dire que c'est lambda F de EI, de EJ, plus G de EJ. Et à nouveau, F de EJ, je le connais, c'est un vecteur dont les coordonnées sont données par la jm colonne de la matrice de F, c'est-à-dire de A. Donc ça, je peux l'écrire comme une somme de I égale 1 à P de A, I, J, F, I. De même pour G de EJ, je peux l'écrire comme la somme de I égale 1 à P de F, I. Et les scalaires qui seront là seront donnés par la matrice de G dans les bases B et C, et donc qui sont donnés par les coefficients B, I, J. Et si maintenant je réorganise ces sommes, le lambda, je peux le faire rentrer et je peux factoriser par fi en regroupant les sommes. Je peux donc dire que c'est la somme de i égale 1 à p de lambda a i j plus b i j fois fi. Et ici, j'obtiens donc deux vecteurs qui sont égaux, ce vecteur-là et ce vecteur-là. Donc
ils sont égaux, puisqu'ils sont tous les deux égaux à lambda f plus g pris en EJ. Et comme je sais que c'est la famille des F1 jusqu'à Fp, c'est une base de F, je sais qu'elle est libre. Et donc si elle est libre, le scalaire devant Fi, dans cette décomposition-là, doit être égal au scalaire qui est devant Fi dans cette décomposition-là. Et donc j'en tire que pour tout i appartenant à 1p, eh bien, CIJ égale lambda AIJ plus BIJ. Et ça, je l'ai fait avec un J qui était quelconque entre 1 et n. Et donc en fait, je l'ai démontré que c'était vrai en plus pour tout J entre 1 et n. Et ça me démontre que la matrice C égale lambda fois la matrice A plus la matrice grand B. Et ça veut bien dire que, alors quand je reprends C, la définition de C, c'était la matrice, c'était phi, C, c'était phi de lambda F plus G, c'est phi de F, et B, c'est phi de G. J'ai donc démontré que phi est linéaire. Je devais démontrer que c'est un isomorphisme. Il reste donc à démontrer le caractère bijectif. Et pour démontrer le caractère bijectif, eh bien, je vais d'abord commencer par le caractère injectif. Et comme je sais qu'elle est linéaire, je n'ai qu'à étudier ce qu'il y a dans le noyau. Donc je vais prendre une fonction f qui est dans le noyau. Soit f appartenant au noyau de phi. Ça veut dire que la matrice dans la base B et C de f égale à la matrice nulle. Alors la matrice nulle avec P ligne et N colonnes. Donc ça veut dire que si je cherche à calculer f de J, je sais que c'est un vecteur qui s'exprime, qui se décompose dans la base C, donc la base de grand F, avec des scalaires qui sont donnés par la jème colonne de cette matrice-là. Mais comme je supposais que cette matrice était nulle, je sais que sa jème colonne, elle n'a que des zéros. Donc ici, quand je vais rechercher les valeurs, les scalaires qui sont dans la jème colonne, ici je n'ai que des zéros. Donc ici j'ai 0 fois un vecteur, donc ça fait le vecteur nul, et le vecteur nul que je somme, ça me fait le vecteur nul. Donc j'ai démontré que phi de J égale le vecteur nul. Et ça me dit que la fonction f et la fonction nulle, donc l'élément nul de E de f, en fait, ils coïncident sur la base B, parce que j'ai démontré que c'était vrai pour tous les éléments de la base B. Et ça, si j'applique le théorème numéro 3 du chapitre sur les applications linéaires, je sais qu'il y a unicité de l'application qui prend des valeurs prédéfinies sur une base B. Et ici, j'en ai deux. Et donc, comme il y a unicité, forcément, f est la fonction nulle. Ça prouve que le noyau de phi, en fait, il est inclus dans le singleton vecteur nul. Et comme phi est linéaire, l'inclusion réciproque est toujours vraie, donc j'ai égalité. Donc ça démontre que phi est injective. Maintenant, je vais chercher à démontrer que phi est surjective. Pour démontrer que phi est surjective, je vais prendre une matrice M dans l'ensemble d'arrivées, soit M, une matrice MIJ, quand I varie entre 1 et P, et J qui varie, donc une matrice dans MPN de K. Ce que je veux, c'est moi une fonction dont la jème colonne, dont les coordonnées, une fonction f telle que f de j dans les jème colonnes donne un vecteur dont les coordonnées sont données par cette jème colonne. Donc je vais poser le vecteur que je voudrais obtenir. Donc pour obtenir ce vecteur, donc je vais l'appeler GJ, c'est donc la somme de M, I
J, F, J. Donc ça, c'est un vecteur de F. Et ce pour tout J. Et donc, si je réutilise le théorème numéro 3, donc le théorème numéro 3, il me dit qu'il existe une application F qui va de L de E dans F, telle que F de J vaille J, I égale 1 à P de M, I, J, F, J. Donc cette application-là, maintenant, elle est définie par ce théorème numéro 3 du chapitre application linéaire. Et maintenant, si je regarde la matrice dans les bases B et C de F, comment je vais faire pour vérifier? Moi, j'aimerais que ce soit la matrice M, mais j'en suis pas encore certain. Pour en être certain, je vais essayer de former cette matrice en regardant qu'est-ce que je dois mettre dans la jème colonne. Et dans la jème colonne de cette matrice-là, je dois mettre les coordonnées de F de EJ dans la base FJ. Et c'est qui les coefficients de F de EJ dans la famille FJ? Eh bien, c'est exactement les MIJ. Et ce, pour toutes les colonnes. Donc, je retrouve bien les coefficients de la matrice M. Et donc, finalement, je trouve que c'est M. Donc, j'ai bien prouvé que M, elle s'écrivait comme phi d'une fonction f. J'ai réussi à trouver quelle fonction prendre, phi de f, grâce au théorème numéro 3 du chapitre application linéaire. Donc c'est le moment d'aller un peu réviser ce théorème-là pour bien le comprendre. Et ça démontre que phi est surjective. J'ai démontré qu'elle était linéaire, injective et surjective. J'ai donc bien démontré que c'était un isomorphisme. J'ai démontré que c'était un isomorphisme. Enfin, si c'est un isomorphisme, on l'a déjà dit, la dimension de cet aspect vectoriel-là étant de dimension finie, celui-ci aussi. Ça, c'était un théorème qu'on avait vu dans les applications linéaires, et ils ont même dimension. Donc la dimension des ensembles de L de EF, c'est la dimension de cet espace-là, c'est-à-dire P fois N, avec P la dimension de F, et N la dimension de E, et donc j'obtiens bien cette formule. Ça, c'est une formule qui est aussi à connaître, c'est la dimension des applications linéaires de E vers F, qui est vrai quand E et F sont de dimension finie, bien sûr. Voilà, donc ça démontre bien ce qu'on voulait. Alors, maintenant on va passer au théorème numéro 1. Donc la proposition numéro 1, elle nous disait que la matrice de lambda f plus g, en fonction de la matrice de f et de la matrice de g, donc quand on faisait des combinaisons linéaires de fonctions, on trouvait que la matrice était la combinaison linéaire des matrices. Mais vous savez qu'avec les applications, on peut faire autre chose que les additionner, on peut aussi les composer. Comment on compose des fonctions? Donc si je prends une fonction f qui va de grand E dans grand F, si je prends G qui va de grand F dans grand G, alors je me rappelle que je peux faire la composée entre G et F dans le sens G rond F, pas F rond G, hein, dans le sens G rond F. Et le cours sur les matrices, sur les applications linéaires, me dit que c'est une application linéaire de grand E dans grand G. Donc l'espace de départ de G rond F, c'est grand E, et l'espace d'arrivée de G rond F, c'est grand G. Et donc, vous voyez ici, j'ai trois applications linéaires. J'ai et donc j'ai trois matrices. J'ai A, la matrice dans les bases B et C et D de G. Donc ça, j'ai la matrice B, c'est la matrice dans les bases B et C de F. Et puis j'ai la matrice C, c'est la matrice dans les bases B et D de G rond F. Alors si on réfléchit un petit peu sur les dimensions, étant donné que E est les dimensions n, donc je vous rappelle que B c'est une base de E, B c'est une base de E, C F1 jusqu'à Fp c'est une base de grand F, et la dernière D qu'on va appeler de G1 jusqu'à GQ, c'est une base de G. Donc ici B c'est une matrice dont le nombre de lignes c'est la dimension de grand F, donc ici c'est P, donc ça c'est une matrice qui
qui a P lignes et N colonnes. La matrice A, donc G par de grand F, donc son nombre de colonnes de A, c'est la dimension de F, et le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée, donc G c'est une matrice, donc du coup à Q lignes et P colonnes. Enfin, C, c'est une matrice, donc G rond F, ça part donc c'est un nombre de colonnes qui vaut la dimension de E, donc c'est N, et ça arrive dans un espace vectoriel G de dimension Q, donc ça va, c'est une matrice à Q lignes et N colonnes. Attention aux dimensions des matrices, je vous rappelle, hein, quand on a là, on prend la dimension de l'espace de départ, donc ici E, c'est le nombre de colonnes, il faut intervertir. Et donc ici, est-ce que ça a du sens déjà de se poser la question, est-ce que je peux faire la matrice AB? La matrice AB, ici j'ai une matrice qui a Q ligne P colonne, avec une matrice B qui a P ligne et un certain nombre de colonnes, N. Donc oui, ce produit matriciel AB, c'est une matrice qui a Q ligne et N colonnes. Donc déjà, ça, tout comme C. Donc déjà, ça a bien du sens de se poser la question, est-ce que ces matrices-là sont égales? Déjà, elles ont la même taille. C'est important, je vous rappelle que les produits matriciels, ça a toujours une condition sur les tailles pour être fait, tout comme la composition de fonctions, ça a une condition pour être fait, il faut que l'espace d'arrivée de grand F soit l'espace de départ de G pour que la composition ait un sens. Donc, pour faire la composition, il y a une condition, et pour faire le produit de matrice, il y avait aussi une condition. Et ces conditions-là, quand l'une est respectée pour la composition, celle pour les produits matriciels est respectée et vice-versa. Donc on va prouver ce théorème-là. Donc on va prouver donc que C égale à B. C'est le but du théorème. Donc si c'est vrai. Alors pour ça, je vais prendre un petit élément X dans E. Et je vais voir comment je peux calculer des choses avec ça. Donc si j'ai un élément petit x dans E, je peux calculer grand X mat B de petit x. Maintenant, je vais poser y égale f de x. Donc ça, c'est un vecteur de grand F. Donc je peux poser grand Y égale la matrice dans la base de grand F que j'ai, donc ici de C, de Y. Et ça, le théorème numéro 1 me dit que si je veux obtenir ce vecteur grand Y, eh bien, je n'ai qu'à faire grand X fois la matrice de F. Et c'est qui la matrice de F? Ici, c'est B. Donc ici, grand Y, c'est BX. Si je poursuis, donc maintenant, ici, j'ai Y, et maintenant, je vais regarder G de Y. Donc si je regarde G de Y, donc je vais le poser égal à Z. Donc ça, c'est G de F de X. C'est un élément de l'espace vectoriel de grand G. Et donc si je pose grand Z égale la matrice dans la base D de petit z, eh bien étant donné que Z c'est G de Y, je sais que je pourrais trouver les coordonnées de Z en faisant la matrice de G fois la matrice des coordonnées de Y. Donc si je fais ça, j'aurai la matrice de G, donc c'est grand A, fois la matrice de grand Y. Et maintenant, la matrice de grand Y, je peux la voir au-dessus, c'est Bx. Donc ici, j'ai A fois B fois X. Quand je remplace Y par Bx, et puis si je change les parenthèses, je peux dire que c'est AB fois X. Maintenant, là, vous voyez, quand j'ai fait ça, je suis allé en deux étapes. Je suis passé de X à F de X. Mais j'aurais pu y aller en une seule étape. Si X il est dans E, Z, je peux aussi dire que c'est G rond F de X. Et donc, les coordonnées de grand Z, c'est la matrice de G rond F, donc ici c'est C, fois la matrice de grand X, fois la matrice de petit x, et ici c'est grand X. J'ai donc prouvé la relation suivante, AB égale C fois X. ABX, pardon, égale C fois X. Alors là, il y a un gros piège,
quel est le gros piège? C'est que vous pourriez vous dire, ah bah du coup je simplifie par x et du coup ça marche. Alors si vous faites ça, c'est absolument pas beau, c'est complètement faux, parce que quand on est avec les matrices, eh bien on ne peut pas simplifier comme ça. Simplifier par grand X, ça serait multiplier par x moins 1 des deux côtés pour faire disparaître l'x. Or ici, grand X, c'est un vecteur colonne, c'est un vecteur qui a n lignes, c'est une matrice à n lignes et une colonne, et donc il n'est absolument pas, donc il n'est pas possible d'inverser grand X, parce qu'on rappelle que seules les matrices carrées sont potentiellement inversibles. Déjà, parmi les matrices carrées, il y en a plein qui ne sont pas inversibles, mais quand elles ne sont pas carrées, on n'a pas de notion d'inverse. Donc je ne peux pas simplifier par x et en déduire que AB égale C, ce qui était ce que je voulais. Alors, c'est pas très grave, je vais quand même y arriver. Je vais faire du coup la remarque suivante, c'est que comme c'est vrai pour tout x dans grand E, je peux dire que c'est vrai pour toute matrice grand X dans M1 de K. Donc je vais dire, quel que soit grand X appartenant à l'ensemble des matrices à n lignes et une colonne à valeur dans K, et bien si je fais passer le C de l'autre côté et que je factorise, je peux dire que AB moins C, le tout fois x égale à 0. Alors c'est quoi ce 0 là? C'est la matrice nulle à P ligne et une colonne. Non, à Q ligne et une colonne. Puisque ici, AB, c'est la matrice C par exemple, c'est une matrice à Q ligne et à une colonne, et quand je la multiplie par grand X, qui est une matrice à N lignes et une colonne, j'obtiens une matrice Q1. Ici, j'obtiens la matrice nulle. Donc cette matrice-là, je vais l'appeler D. Ça va être plus simple. Et D, c'est la matrice des D. On a dit que I, donc I, c'est l'indice de ligne, il varie entre 1 et Q. Et J varie entre 1 et N. Et donc, fois grand X, ça doit donner la matrice nulle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre grand X, un vecteur quelconque. Non, je vais pas prendre un. Je vais prendre grand X égale la matrice qui n'a que des zéros, sauf 1, 1 en IM position. Alors je sais que ça vaut 0. Et donc, quand je vais calculer dx, quand je fais mon produit matriciel, quand j'applique la règle du produit matriciel, comme il n'y a que des zéros sauf en position i, le premier coefficient que j'aurai, ça sera d1i. Le deuxième que j'obtiendrai, ça sera d2i. Bon, je vais plutôt le mettre en jm position, avec j, un élément entre 1 et n. Donc là, j'obtiens, quand je fais le produit matriciel de cette matrice-là par cette matrice grand X qui a beaucoup de zéros, donc il y a plein de choses qui simplifient quand je fais mon produit matriciel, j'obtiens D1J, D2J jusqu'à DNJ. Et tout ça, c'est censé valoir la matrice nulle. Ainsi, tous les coefficients qui sont là, par identification, doivent valoir 0. Donc quel que soit I, alors c'est une matrice qui a Q ligne. Quel que soit I entre 1 et Q, j'obtiens donc que ce coefficient-là, le position à la IM ligne, doit être nul. Donc DIJ vaut 0. Et comme c'est vrai pour tout J, parce que je me suis fixé un J quelconque, j'ai donc obtenu que tous les coefficients de ma matrice D, donc D c'était la matrice AB-C, sont nuls. J'ai donc démontré que AB-C égale la matrice nulle avec Q ligne et N colonne. Et ça, quand je fais passer le C de ce côté, ça me prouve bien que AB égale C. Et AB égale C, c'est exactement la relation que je voulais obtenir, étant donné que cette matrice-là, je l'ai appelée C, cette matrice-là, je l'ai appelée A, cette matrice-là, je l'ai appelée B. Donc ça finit la démonstration de ce théorème. Et donc il faut faire attention quand même à une chose, c'est que la composée de deux applications GF, c'est pas commutatif, et pareil, le produit des matrices n'est pas commutatif. Vous savez que quand vous multipliez deux matrices, dans un sens, c'est pas forcément le même résultat dans l'autre. Et parfois, c'est possible de faire la matrice grand A fois la matrice grand B, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il faut faire attention à l'ordre qui est important. Et une remarque un petit peu historique,
C'est d'ailleurs cette propriété qui explique pourquoi on a défini le produit matriciel un peu bizarrement. Quand vous avez vu le chapitre sur les produits matriciels, vous avez dû vous demander pourquoi on définit un produit comme ça. En fait, on ne l'a pas défini comme ça au hasard. On l'a défini de façon à ce que ce théorème-là fonctionne. On a tout fait pour qu'il fonctionne. Et de ce fait, il fonctionne parce qu'on a défini le bon produit matriciel pour que cette relation soit vraie. Et donc, c'est pour ça, en fait, le produit matriciel, son interprétation, c'est juste pour que la matrice de la composée de deux fonctions soit bien le produit des matrices. Voilà, et donc, ça finit ce théorème numéro 2. Alors maintenant, on va passer à des conséquences dans le cas des endomorphismes. Donc, dans les endomorphismes, ça va être un peu plus simple parce qu'on va prendre grand E égale grand F. Donc, on va prendre les mêmes espaces vectoriels au départ et à l'arrivée. Et puis, du coup, on va prendre les mêmes bases au départ et à l'arrivée. Alors, le premier point, il me dit que la matrice dans la base B de f à puissance q, donc f puissance q, c'est f rond f q fois. Attention, hein, ce n'est pas des produits, c'est des composés. Quand on a des applications linéaires, on ne peut pas les multiplier, par contre, on peut les composer. Et ce cours-là nous dit que la matrice de f puissance q, c'est la matrice de f, le tout à la puissance q. Le deuxième point nous dit que f et g commutent si et seulement si les matrices de f et g commutent. Donc, comme on sait qu'il y a des matrices qui ne commutent pas et des endomorphismes qui ne commutent pas, ça vous dit que quand ça commute en version endomorphisme, c'est que ça commute au niveau des matrices. Enfin, troisième point, f c'est un automorphisme si et seulement si sa matrice est inversible. Donc là, encore une fois, ça vous dit que cette notion de matrice inversible, en fait, correspond aux fonctions, aux automorphismes et réciproquement. Et on a même mieux, la matrice de f-1, c'est la matrice de f, le tout moins 1. Et donc, la petite remarque qui est là, c'est que vous voyez ici, on a des puissances de matrice et des inverses de matrice. C'est utile quand on fait des endomorphismes, parce que faire des produits matriciels vous permet de faire des compositions. Inverser des matrices vous permet d'inverser des endomorphismes. Bien, donc on va démontrer ces points-là. Donc, premier point, il faut démontrer que la matrice de f puissance q, c'est la matrice de f le tout à la puissance q. Donc ça, on va le faire par récurrence. On va poser l'hypothèse de récurrence HR de q, qui est la matrice de B de f à la puissance q égale la matrice dans la base B de f, le tout à la puissance q. Et puis on va démontrer ça par récurrence. Initialisation. Donc si je prends q égale 0, je vais vérifier avec q égale 0 en calculant ces deux bouts et en voyant s'ils sont égaux. D'une première part, la matrice dans la base B de f à la puissance 0. D'abord, je me rappelle que f à la puissance 0 par convention, c'est l'identité. Et la matrice de l'identité, donc l'identité c'est une homothétie, on a déjà dit que sa matrice c'était IN. Donc ça c'est le bout de gauche, il vaut IN, et le bout de droite quand je le calcule. Donc une matrice, donc je calcule une certaine matrice à la puissance 0, et ça aussi par convention, une certaine matrice à la puissance 0, c'est IN. Donc ça démontre que HR de 0 est vrai. Et puis maintenant, je vais supposer, donc je vais faire l'hérédité. Donc si HR de Q est vrai, je suppose que HR de Q est vrai, et puis je vais voir si c'est vrai au rang Q plus 1. Donc pour ça, je vais regarder la matrice dans la base B de F de Q plus 1. Première étape, je peux dire que ça c'est la matrice dans la base B de F rond F à la puissance Q. Donc là, j'ai la matrice d'une composée. Si j'applique le théorème que je viens de démontrer, donc le théorème numéro 2, je peux dire que c'est la matrice dans la base B de F fois la matrice dans la base B de F puissance Q. Et si maintenant j'applique mon hypothèse de récurrence, j'ai que la matrice de F fois la matrice dans la base B de F, le tout à la puissance Q. Et donc là, j'ai la matrice de F fois la matrice de F à la puissance Q. Donc au final, la matrice de F, je l'ai Q plus une fois. Et donc ça me finit cette récurrence. Donc point numéro 2, F et G commutent, c'est seulement si la matrice de F et la matrice de G commutent. Donc pour faire ça, je vais aller par double implication. Si F rond G égale G rond F, hypothèse F et G commutent, bah, du coup je vais prendre leur matrice.
Du coup, je peux dire que la matrice dans la base B de f rongé à la matrice dans la base B de G rond F. Et puis maintenant, si je réapplique le théorème d'avant, ça je peux dire que c'est la matrice dans la base B de F fois la matrice dans la base B de G égale l'autre produit. Et donc ça prouve bien que les deux matrices commutent. Donc maintenant, je vais faire la réciproque. Si elles commutent, si ces deux matrices-là commutent, si matrice dans la base B de F fois la matrice dans la base B de G égale le produit inverse, donc la matrice dans la base B de F de G fois la matrice dans la base F, eh bien, si je réapplique le théorème numéro 2, je peux dire que j'ai donc la matrice dans la base B de f rongé égale la matrice dans la base B de G rond F. Et là, j'aimerais bien démontrer que f rongé égale G rond F, mais ça, a priori, c'est pas parce qu'elles ont les mêmes matrices qu'elles sont égales, sauf que j'ai démontré avant que phi était un isomorphisme. Donc ici, j'ai phi de f rongé égale phi de G rond F. Alors, pour rappel, phi de f, c'était la matrice dans la base B de f. Et j'avais démontré que phi c'était un isomorphisme. En particulier, j'avais démontré qu'elle était injective. Et donc, f rongé égale G rond F. Et ça veut dire que f et G commutent. Donc, j'ai bien démontré que si les matrices commutent, f et G commutent. Et j'avais déjà démontré la première implication. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le point numéro 3. Alors, le point numéro 3, je vais aussi faire par double implication. Donc, supposons que f soit inversible. Supposons que f est un automorphisme. Donc, si f est un automorphisme, je peux considérer sa bijection réciproque, donc c'est-à-dire f-1 qui est aussi une application linéaire. Donc, je peux écrire que f rond f-1, je sais que ça vaut l'identité de E. Et je peux l'écrire dans l'autre sens aussi, c'est f-1 rond f. Maintenant, je vais m'intéresser à la matrice dans la base B de ces applications linéaires. Donc, je vais dire que c'est... Donc, si j'en prends la matrice dans la base B de f, rond f-1, c'est égal à la matrice dans la base B de l'identité de E, qui est égale à la matrice dans la base B de f-1 rond f. Et du coup, si maintenant j'applique le théorème numéro 2 encore une fois, ça je peux dire que c'est la matrice dans la base B de f fois la matrice dans la base B de f-1. La matrice de l'identité, je sais que c'est IN, et donc c'est égal à la matrice dans la base B de f-1 fois la matrice dans la base B de f. Et donc là, j'ai démontré deux choses. J'ai démontré que la matrice dans la base B de f est inversible. Et j'ai même trouvé son inverse. Son inverse, c'est la matrice telle que multipliée par alpha si n. Et donc ici, l'inverse de cette matrice, c'est la matrice qui est là. Donc c'est la matrice dans la base B de f-1. Et donc j'ai démontré ma première implication et en plus j'ai démontré la formule. Maintenant je vais démontrer l'autre sens, donc je vais supposer que cette fois-ci que c'est la matrice de f qui est inversible. Dans la base B de f, inversible. Alors quoi? Alors je vais appliquer ce que ça veut dire qu'être inversé. Donc je peux dire qu'il existe une matrice B appartenant à Mn de K, donc son inverse, tel que la matrice dans la base B de F fois B
égale IN égale B fois la matrice dans la base B de F. Alors ici c'est un peu étonnant parce que ici j'ai la matrice d'une application linéaire fois quelque chose qui n'est pas une matrice. Pour résoudre cette bizarrerie, je vais écrire B comme la matrice d'une certaine application linéaire. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, parce que phi est phi est surjectif, phi c'est un isomorphisme. Le phi d'avant, phi est surjective, et même bijective. Donc ça veut dire qu'il existe une application G, donc un endomorphisme, tel que B soit la matrice dans la base B de G. Et donc si je remets là-dedans, j'obtiens donc la matrice dans la base B de F fois la matrice dans la base B de G égale, donc IN, je peux voir que ça c'est comme la matrice dans la base B de IN égale la matrice dans la base B de F de G fois la... J'applique le théorème qu'on vient de démontrer. Donc j'ai la matrice dans la base B de F rond G égale la matrice dans la base B de IN égale la matrice dans la base B de G rond F. Et à nouveau, ici, je sais que phi, elle est injective. Donc si j'ai phi de quelque chose égale phi d'un autre quelque chose égale phi d'un autre quelque chose, forcément ils sont égaux. Donc ici j'ai f rond G égale IN égale G rond F. Donc ça c'est parce que phi est injective. Et donc ça prouve bien que F est un automorphisme puisque j'ai trouvé sa bijection réciproque, c'est G. Voilà, donc ça finit bien ce théorème. Alors, dernier petit exemple, l'application linéaire canoniquement associée. Alors, si je prends A une matrice, dans K, je prétends que l'application qui va de FA, que j'appelle FA, qui est une application qui va de M1 de K dans MP1 de K, qui a un X associé à X. Donc ça, tout d'abord, c'est une application linéaire. Et si c'est une application linéaire, eh bien, je pourrais m'intéresser à sa matrice. Et ici, ce qu'on verra, c'est que sa matrice, c'est une certaine matrice, et ça sera la matrice A. Donc d'abord, je vais vérifier la linéarité, puis après, je vais essayer d'en voir ça. Je vais voir si elle est, si la matrice de FA, c'est bien A. Donc pour ça, ce que je vais me faire, je vais prendre deux éléments dans l'espace de départ. Donc ici, c'est M1 de K. Donc soit X et X', deux éléments dans l'ensemble de départ. Un lambda dans R. Eh bien, je vais calculer du coup f de lambda x plus x', lambda x plus x', et pour bien voir si ça vaut ce que ça vaut pour être linéaire. Donc ça, je peux dire que c'est a facteur de lambda x plus x'. Et là, je peux développer par le a. Ça me fait a lambda à x, quand je sors le lambda, c'est une constante donc ça sort, plus a fois x'. Et ça, alors c'est la fonction fa, c'est bien égal à lambda fois la fonction fa de x plus fa de x'. Donc fa est bien linéaire. Et maintenant, je vais chercher sa matrice. Donc tout d'abord, il faudrait que je me dise qui est la base canonique de l'ensemble de départ, donc B. Donc la base canonique, c'est la base, c'est E1, E2, jusqu'à En, ou EI, c'est la matrice où il n'y a que des zéros, alors je vais appeler peut-être EJ, c'est la matrice où il n'y a que des zéros, sauf un 1 en jème position. Ça, c'est les matrices élémentaires. Quand il y a, dans l'espace des matrices à n lignes, il y a une colonne. Et c'est qui la matrice de l'espace d'arrivée? Donc l'espace d'arrivée, c'est
c'est MP1, donc ici c'est F1 jusqu'à F2 jusqu'à FP, ou encore une fois FI, c'est la matrice où il n'y a que des zéros, sauf 1, 1 en IM position. Attention, ce n'est pas les mêmes matrices. Les premières sont des matrices à n lignes, et les suivantes, c'est des matrices à P lignes. Donc là, ça c'est la base de l'ensemble des matrices à n lignes et une colonne de K. Et ça c'est une base, ça c'est la base, c'est même la base canonique de M P1 de K. Et donc moi maintenant, je dois construire grand A, j'ai noté la matrice dans les bases B et C' de F. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse de F à A? Comment je vais construire cette matrice-là? Eh bien, il va falloir prendre, pour avoir la jm colonne de cette matrice-là, il va falloir que je calcule FA de EJ. A de EJ, parce que je vous rappelle qu'en première colonne, on met FA de 1, je mets les coordonnées de FA de 1 dans la base d'arrivée. Dans la deuxième colonne, je mets les coordonnées de FA de E2 dans la deuxième colonne, etc. Donc ici, il faut que je calcule FA de EJ. Par définition, c'est A fois EJ. Mais quand je fais le produit matriciel de A fois EJ, j'obtiens que c'est la jm colonne de A. Ça, c'est quelque chose à savoir sur les matrices élémentaires. Quand vous multipliez une matrice par une matrice élémentaire à droite, ça vous donne une matrice logique, ça vous donne la jm colonne de A. Donc ici, ce que j'appelle CJ, c'est la jm colonne de A. Donc ici, on va mettre les coefficients A1J, A2J, jusqu'à APJ. Et je vais faire ça colonne par colonne, et je fais ça colonne par colonne, et bien j'obtiens bien la matrice A. Parce que cette matrice-là sont exactement les coefficients de la matrice A. Et donc, la matrice de FA dans les bases B et C, donc avec les bases canoniques, c'est A. Et donc, on a bien démontré ce que j'affirmais, c'est-à-dire que la matrice de cette application-là, linéaire, est bien FA. Et on dit que FA, c'est l'application linéaire canoniquement associée à A. Pourquoi? Parce que dans les bases canoniques Mn1 de K et Mp1 de K, eh bien, j'obtiens sa matrice, la matrice de FA, c'est FA. Voilà.